Bonjour, je suis aujourd'hui avec Emery Deligé qui vient de faire paraître un livre très intéressant et très original qui s'appelle Les Invisibles de l'Élysée. Le voici. C'est un livre texte et photo qui concerne alors, les Invisibles de l'Élysée. Ce ne sont pas des fantômes des siècles passés qui traînent dans ce palais. Non, il s'agit non pas de ce qu'on pourrait appeler les petites mains ou le petit personnel, mais l'encadrement de l'Élysée, ces personnes qui ont un rôle important et qu'on ne voit pas. Alors, comment avez-vous eu l'idée de faire ce livre? Et je dois dire que c'est une idée brillante. Merci pour le compliment. Donc cette machinerie humaine qu'on ne voit pas est née de deux choses. J'ai eu la chance de faire mon service militaire complètement par hasard à l'Élysée. Combien de temps? 10 mois, les 10 mois de l'époque. Il fallait remplacer un appelé qui s'était cassé la jambe et j'étais là, donc ils m'ont envoyé là-bas. Et quelles étaient vos fonctions? J'étais secrétaire à l'intendance. Et puis, quelques années plus tard, j'ai fait un livre sur les cheminots pendant le confinement, qui s'est passé il y a 3 ans maintenant, quoi 2 ans et demi. Et j'ai été très étonné que le président, dans ses cas d'intervention, ne cite pas en deuxième ligne les cheminots. Alors je lui ai écrit une lettre, tout simplement, en lui disant « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, etc., pourquoi est-ce que les cheminots n'apparaissent pas dans vos messages ?» et je lui ai dit « J'écris un livre en ce moment sur ce moment-là pour eux, peut-être que ce serait intéressant de leur dire un petit mot. » Et j'ai reçu une lettre de 2 pages, assez enflammée, montrant son amour pour le train, son amour pour les cheminots, son amour pour les invisibles. Et c'est en rendant ma copie et en apportant un livre à l'Élysée que j'ai échangé avec le directeur de la communication et je lui ai dit « Mais j'ai fait mon service militaire à l'Élysée, j'ai écrit sur les invisibles, et si je faisais les invisibles de l'Élysée ?» L'idée est née là. Et il m'a dit oui. Et comment avez-vous choisi ces personnages, ces personnes qui sont là? Alors, je n'ai pas choisi les personnes, j'ai choisi les fonctions. Ah, c'est-à-dire que je voulais des gens qui travaillent en cuisine, des gens qui travaillent à la cave, à la cave le vin, à la sécurité, des gens qui travaillent dans l'accompagnement du président, des huissiers. Je voulais ces genres de fonctions-là, le jardinier. Et enfin, après quelques mois d'échanges, ils m'ont mis des noms en face, des gens qui étaient d'accord pour répondre à mes questions, et je les ai rencontrés. Alors, l'essentiel, c'est nous allons le faire également, c'est-à-dire nous allons les rencontrer. Par qui souhaitez-vous commencer? Par qui souhaite-je commencer Dans les fonctions? Peut-être le pâtissier. Allez, commençons par le pâtissier sucré. Parce qu'il vient de très très loin. Donc, le pâtissier, c'est un jeune Taïwanais, il a 3-4 ans. Sa sœur fait des gâteaux. Ils vivent à Taïwan. Il est amoureux des gâteaux de sa sœur. Et il se dit, mais moi aussi, un jour, je ferai des gâteaux. Et sa passion se développe, mais à Taïwan, le problème, c'est qu'il est dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Et son père lui dit, mon fils, tu ne feras pas des gâteaux, tu vas devenir développeur informatique. Et il doit remiser un petit peu sa passion pour les gâteaux, il doit attendre un petit peu. Et puis il se dit, je vais économiser pour donner de l'argent à ma famille et pour pouvoir faire des gâteaux. Et j'ai appris que les meilleurs gâteaux au monde étaient au Japon. Donc je vais économiser pour partir de Taïwan et aller au Japon. Et au Japon, finalement, il arrive à y aller. Et puis au Japon, on lui dit non, c'est pas au Japon qu'on a les meilleurs pâtissiers, c'est en France. Il rentre chez lui avec beaucoup de tristesse. Il est obligé de recommencer à rééconomiser, à refaire tout ce qu'il avait déjà fait. Et donc, il n'a pas 20 ans quand il arrive en France, il a 30 ans quand il arrive en France. Là, il passe son CAP. Un maître de stage lui dit, il faut que tu passes ton CAP et que tu fasses ton dernier moment de CAP, ton stage de CAP, j'y arriverai, soit dans un 3 étoiles gastronomique, soit à l'Élysée. Il va à l'Élysée, il dépose son CV, mais il ne dépose pas un CV comme nous, il fait un CV plus un CV de ses gâteaux qu'il a revisité avec des belles photos, etc. Et à ce moment-là, il y a Gomez qui lui ouvre la porte et il démarre à l'Élysée. Et je vous laisse lire la suite dans la photo que vous voyez à l'écran. Oui, quel est son nom? Ling Luing, quelque chose comme ça, je ne sais plus, pardon. Je suis intimidé. Mais sur la photo que vous voyez à l'écran, j'ai voulu absolument que sa main... Luing Sing, merci. J'ai voulu absolument que sa main gauche apparaisse. Parce qu'à sa main gauche, il y a quelque chose de très précis que je raconte dans le livre et qui va vous donner toute la profondeur d'âme de ce pâtissier assez extraordinaire. Et alors, quel est son rôle en tant que pâtissier? Bon, je comprends qu'il fait des gâteaux, mais... Il fait des gâteaux. Il doit pas passer... Il passe sa journée à faire des gâteaux? Il passe sa journée à faire des gâteaux, mais il y a plusieurs types de moments dans la journée du pâtissier. Il y a le petit déjeuner, faire des croissants, faire des petites tartelettes, des petites choses comme ça. Il y a le déjeuner, où là, en fonction de l'endroit où il se trouve, le président ou madame, il doit faire des gâteaux pour ces endroits-là. Et puis il y a les dîners d'État,
où là c'est une autre paire de manches, parce que ce n'est pas des gâteaux pour 10 ou 15 personnes, mais pour 200 ou 300 personnes. Donc c'est une autre industrie. Donc il est en charge de tout ça. Alors qui s'est occupé des photos? Vous avez un photographe pour Absolument, toutes ces vous avez photos. bien fait de le mentionner. La photo que vous avez vue a été faite par Sacha Goldberger, comme les 30 autres, qui est un photographe assez remarquable. Et on a choisi, pour illustrer les invisibles de l'Élysée, de faire du clair-obscur, pour montrer qu'ils ne sont pas vraiment dans l'ombre, ils ne sont pas vraiment dans la lumière, ils sont entre les deux. Entre les deux. Et en fonction des desiderata de chacun, ils sont plus ou moins obscurs ou plus ou moins clairs. Alors dans les photos que vous avez choisies et que nous allons montrer maintenant, à qui pensez-vous? Véronique Lécuyer, peut-être? Véronique Lécuyer, nous allons... Oui, évidemment, nous allons la montrer. Véronique Lécuyer... La voici. C'est donc une personne de petite taille, parce que le président Macron a enfin, après un certain nombre de présidents avant lui, fait en sorte qu'il y ait des handicapés à l'Élysée. Et Véronique, elle est cash, elle a un tempérament, elle ne se laisse pas marcher dessus, elle envoie. Et quelles sont ses fonctions? Elle a un rôle de standardiste. Ah d'accord. C'est-à-dire que quand vous appelez à l'Élysée, si vous appelez à l'Élysée, on va dire entre le lundi et le vendredi, en heure de journée, vous avez une chance sur 3, parce qu'ils sont 3 au même moment, de tomber sur elle. Et donc si vous entendez une voix un peu punchy, un peu rapide, mais quand même très douce et très gentille, ça peut être elle. Elle ne déclinera jamais son identité parce qu'ils n'ont pas le droit de décliner leur identité. Oui, elle ne vous dira jamais non parce qu'ils n'ont pas le droit de dire non, mais de vous rerouter là où il faut. Oui, toujours être dans la conciliation et dans la bienveillance quand on appelle à l'Élysée. Les standardistes sont la première voix du palais. C'est la première communicante du palais. Donc il faut être quand même assez aimable. Oui, et l'avantage de ce standard, c'est qu'ils répondent. Parce que quand vous appelez dans une société... ailleurs qu'à l'Élysée, personne ne répond, absolument. Vous tombez sur une messagerie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous êtes sûr d'avoir une réponse. Et alors comment elle s'est retrouvée à l'Élysée? Par hasard. Par hasard. Ça faisait 40 ans qu'elle était chez VSD, un journal, où elle était assistante de photographie ou quelque chose comme ça, et elle en a eu assez, et elle a répondu à une annonce où il n'y avait pas marqué Élysée dessus, en disant « recherche standardiste », etc., et on l'a envoyée à l'Élysée. Ah oui. Le hasard joue un grand rôle. Le hasard joue un très grand rôle, c'est-à-dire que 80-90% des portraits qu'il y a dans ce livre-là sont arrivés à l'Élysée par hasard ou parce que quelqu'un lui a dit « Tiens, viens, je suis en train de faire quelque chose là, on a besoin de quelqu'un, viens ». Oui, c'est un des aspects les plus intéressants de votre livre, c'est de voir que le hasard joue un rôle très important. Oui. Alors, il y a des enfants qui pensent, dès leur plus jeune âge, devenir président de la République, mais personne n'imagine occuper une de ces fonctions à l'Élysée, parce qu'en général, elles sont ignorées. Et puis, on ne les connaît pas, parce que ce qu'on voit à la lumière, c'est le président et ses conseillers. Exactement, et c'est l'avantage un des avantages nombreux de votre ouvrage. À qui allons-nous passer maintenant? Je sais pas, un homme, un garde du corps peut-être. Ah oui, ça c'est Aziz, quoi. Il se fait appeler Aziz par tout le monde, mais en fait il s'appelle Abdelaziz, je dis quel nom, Oublaki ou Doukali. Doukali, merci monsieur. Oui. Et Aziz, la première fois que je le croise, je suis à l'accueil de l'Élysée, je vois passer quelqu'un qui est ultra costaud. Mais ultra costaud, c'est-à-dire que vos 2 cuisses plus mes 2 cuisses, ça fait son biceps. C'est pour vous donner qu'il est très costaud, très costaud, très costaud. Et puis il me dit « Bonjour monsieur ». On ne se connaît pas, mais il me croise, il me dit « Bonjour monsieur ». Et puis je le retrouve 5 minutes plus tard, et effectivement, il est en face de moi, il me raconte sa vie. Il a été figurant dans des films comment il s'appelle, de Luc Besson. Il a été à la BAC, donc les flics qui sont dans des endroits très chauds en Île-de-France. Et puis un certain Benalla le repère et le recrute au moment entre les 2 tours de la présidence de 2017, et pour servir le futur président de la République. Et puis il est resté à son service. Et d'ailleurs, il est armé sur la photo. Là, il est armé sur la photo, absolument. Il a un pistolet à droite. Et il est derrière lui. Alors ce ne sont pas ses coupes. Ce sont les coupes d'un autre garde du corps de l'Élysée qui s'appelle Mike, qui est lui l'épaule du président. Et ce qui est intéressant dans ce profil-là, c'est que, et ce qui m'a marqué, parce que ça devait être le 2e ou 3e interview que je faisais, c'est sa politesse. Et chacun d'entre eux sont très polis. Et ça m'a amené à comprendre qu'en fait, le premier diplôme pour entrer à l'Élysée, c'est pas le fait d'être
très costaud au tir, très fort à ceci, avoir des Sciences Po, des ENA, etc. Non, c'est la politesse. Et c'est très important de faire passer ce message-là, que pour entrer dans ce genre de maison, la politesse est le premier des diplômes. Alors, je vais vous demander poliment de nous montrer une autre de une femme victimes. peut-être maintenant, peut-être. Oui. J'ai choisi en régie et je raconterai. Je crois qu'il y en a encore une ou deux, il me semble. Christina? Par exemple. Christine Lahollande. Alors, comme vous pouvez le voir, elle ressemble un petit peu à Brigitte Macron. Elle a un nom de famille qui rappelle un ancien président de la République, mais elle est rentrée au palais de l'Élysée sous Chirac, en tant que secrétaire de Bernadette Chirac. Ça a été son premier job. Aujourd'hui, elle est responsable de la presse. Elle est responsable du courrier. Et le courrier, c'est le pouls des Français. Tous les jours, l'Élysée reçoit entre 800 et 1000 lettres par jour, à l'époque manuscrites, aujourd'hui par email. Et ce sont les Français qui disent des choses. Quand ça va, quand ça va pas. Et donc c'est elle qui fait le tri ou Et comment c'est ça marche? elle et ses équipes qui font le tri. Et parmi ces lettres-là, une vingtaine aura une réponse manuscrite du président de la République, parce que c'est le choix de l'actuel locataire, ce qui était moins le cas avant. Et ce qui est très intéressant, c'est que elle me racontait que pendant le confinement, le président de la République ne recevait que des lettres positives, avec des Français qui lui disaient « tenez bon, ça va passer, c'est important pour la France que vous soyez en forme ». Et donc les Français leur envoyaient l'énergie. Pendant les Gilets jaunes, c'était un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, ça s'est un peu calmé partout. Le process habituel de 20% de gens qui ne sont pas contents, 20% de gens qui sont très contents et au milieu des gens qui sont moyennement contents et qui ont des choses à demander, a repris son cours. Donc c'est un vrai poumon de la France, un vrai sondage, oui, on peut dire un vrai sondage immédiat de tous les jours de la France. Donc eux, ils savent la vérité sur ce que pensent les Français, contrairement parfois à des sondages qui nous racontent des petites sornettes. Mais est-ce que ces données, qui sont très intéressantes, donc, sont exploitées ensuite? Oui, c'est la question que j'ai posée. Et elles sont exploitées depuis Sarkozy. Avant Sarkozy, ce n'était pas exploité, mais depuis Sarkozy, c'est exploité. Et le président répond à 20 lettres par jour? Ça par semaine. Demande par semaine, par semaine. J'avais compris par jour. Non, par semaine. Donc, on lui fait une trame et il rajoute un petit mot à la main. Ah oui, c'est bien organisé. Oui, ça c'est bien organisé, oui. C'est une vraie machinerie très huilée. Et le paradoxe de la chose, c'est que tout se fait par l'oralité. Il y a très peu de choses qui sont écrites, parce que les gens, en fait, il y a un chemin de l'information. Et souvent, ce chemin de l'information commence entre le responsable de l'art de la table et le chef, le matin, tôt, parce que c'est tout ce qui va organiser la journée. En fait, c'est la gastronomie qui organise souvent la journée en interne de la présidence de la République. Et ça, c'est assez amusant de savoir que c'est finalement ce qui est très français, la bouffe, qui est un des maîtres d'œuvre de l'organisation élyséenne. Et quand vous étiez là-bas pour votre service militaire, est-ce que vous aviez senti une atmosphère qui est semblable à celle que vous avez retrouvée dans ces conversations? Oui, j'ai retrouvé cette espèce de mise en retrait de tous les personnels pour servir au destin du locataire élu par les Français. En gros, tous ces gens, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, font en sorte de dégager de toutes les contraintes matérielles le président de la République pour qu'il reste concentré sur sa mission essentielle. Et que ce soit il y a X années, je vais être délicat avec moi-même, ou en 2021 où j'ai été à l'Élysée pour ces portraits, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que le président soit totalement dégagé de toute contingence. Et donc il a une machinerie autour de lui, humaine, qui s'organise pour faire en sorte qu'il soit dégagé de toutes les contingences. Alors on dit que le président, même s'il est dégagé des contingences, a quand même son caractère et que ce caractère est parfois difficile, disons. Mais ça ne se retrouve pas dans les témoignages que vous Non, parce que donnez. Les gens comprennent. Quel qu'il soit, que ça soit, parce que le livre remonte jusqu'à 1976, parce que le plus vieux des interviewés est rentré en 1976. Donc de Giscard à Macron, tous ces hommes ont un fort tempérament, on va dire. Et de temps en temps, ils piquent des colères ou des gueulantes. Pas forcément contre les gens qui les entourent, mais plus parce qu'ils ont une pression tellement hallucinante, avec des injonctions tellement contradictoires, que c'est humain d'un moment de lâcher prise. Et aucun d'entre eux, et même quand on reprend Aziz, le garde du corps, il explique même qu'il ne supporte pas
qu'on dise du mal du président, pas parce que c'est un fan du président, mais parce qu'il le voit travailler et il voit la pression hallucinante que le sommet de l'État supporte pour faire en sorte que les Français aillent bien. Quand on voit dans les crises qu'il y a aujourd'hui, internationales, que ce soit en Afrique ou du côté de la Russie, on se rend bien compte que la pression est très forte, puisqu'en plus, il y a la pression nationale. Donc ces gens-là qui sont seuls, finalement, à décider, subissent une pression folle. Donc l'ensemble des gens qui sont autour de lui comprennent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de moments de gueulante, parce qu'elles ne sont pas justifiées, finalement, d'expliquer qu'il y a des moments de gueulante. C'est juste des moments d'humanité, au fond. Et ce que vous expliquez bien, enfin, ou ce que les personnes dont vous faites le portrait expliquent bien aussi, c'est cette agitation permanente des voyages. Ah, Qui proposez-vous pour en parler? Est-ce que vous avez quelqu'un Oui, il y a une régulatrice. Oui. Il y a une régulatrice. Est-ce que la photo arrive? La photo va arriver. Il y a une régulatrice. Alors, Hélène Der, c'est une régulatrice. Alors, régulatrice, c'est un mot qu'on n'a pas. Oui. Il y a comme ça des jargons. Ça veut dire, oui. Il y a comme ça des jargons à l'Élysée. Il y a transmetteur, on n'a pas chez nous dans la vie de tous les jours. Et une régulatrice, en fait, c'est une conductrice. Quand vous voyez un convoi présidentiel de voitures, vous savez, il y a plein de voitures qui filent à vive allure avec des motards devant, des motards derrière, des motards en civil à côté de la voiture du président. Enfin, il y a tout un décorum. Et une régulatrice, c'est donc une conductrice. Et elle a la particularité de conduire ce qu'on appelle la voiture technique, qui est la troisième voiture. Il y a la voiture du président, il y a la voiture de sécurité qui fait sans arrêt des allées à droite et à gauche, et puis derrière, il y a une voiture technique. La voiture technique, elle transporte les gens de la technique. C'est idiot. Donc ce sont des gens qui sont en charge de la communication, qui sont en charge d'une forme de protection, etc., etc. Et cette régulatrice, qui est une rare femme, en général, c'est plutôt des hommes âgés qui ont fait leur service et qui sont dans des anciens gendarmes ou des anciens policiers. Et c'est une des rares femmes qui est capable, tout en conduisant, de sortir son pistolet, de tirer sur qu'elle doit éliminer. Donc c'est quelqu'un qui est complètement bercée dans la voiture. Et elle adore la voiture depuis qu'elle est toute petite. Donc c'est pour ça qu'elle a fait. Bref, je passe sur ce détail-là. Pour revenir sur l'essentiel, c'est que c'est une femme. Et même à l'Élysée, les tempéraments féministes arrivent tout juste. Donc elle se fait un peu chambrer parce que c'est une femme, mais elle dit que c'est pas grave parce que finalement c'est une autre génération. Elle accepte de se faire chambrer par cette autre génération et elle sait que cette génération va partir et que progressivement les choses vont se faire et que les choses vont devenir ce qu'elles sont aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire que la part égale des hommes et des femmes dans l'ensemble des responsabilités. Oui. Et elle fait sentir aussi ce rétrécissement du temps quand il faut partir à toute vitesse. Elle m'a expliqué que l'important, c'est le président. Quand le président est assis dans sa voiture, le convoi démarre. Peu importe que les gens soient dedans ou pas dedans, le convoi démarre. C'est le président qui donne le tempo. Et c'est lui qui dit, par son action, et donc tous les autres s'organisent. Par exemple, si elle m'a raconté un départ qui avait lieu à 11h et ils ont été prévenus à 10h. Un départ pour une crise. Il a fallu que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des dizaines de personnes qui doivent être au garde à vous, prêts à partir, prêts à suivre, prêts à monter dans les voitures, les conseillers, les communicants, les gardes du corps, enfin, le majordome qui se balade avec 5 ou 6 costumes du président pour qu'il soit toujours impeccable, etc., etc. C'est toute une organisation qui dépend de ce go. Et en une demi-heure, 40 minutes, ils traversent Paris, ils rejoignent leur poste, ils démarrent, et à 11h, c'est parti parce que le président est à 11h dans sa voiture, et ça démarre à ce moment-là. Donc il faut s'organiser en fonction. Et donc, il y a tout les avions sont toujours prêts à décoller. Les avions sont toujours prêts à décoller. Ça fait partie de la chose. Alors, passons au portrait suivant. Si vous voulez. Je ne sais plus lesquels je vous ai proposés, donc je suis un peu Luigi. perdu. Ah, Luigi. Luigi Ottavi. Petit Italien, né en Tunisie, à l'époque où la Tunisie était italienne, avant que les Tunisiens retrouvent leur indépendance. Arrivé à l'Élysée parce qu'il a donné un coup de main un jour, alors qu'il était serrurier. Ah oui, c'est magnifique cette histoire. Et en tant que serrurier, de belles serrures, me disait-il. 15e, 16e siècle, des serrures d'exception. Et il a réparé une serrure, et puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et il était en tant que prestataire. Et puis un jour, il s'est marié. Et puis il a acheté une maison, alors il a pris un crédit. Et il a eu besoin d'avoir un emploi un peu plus stable que juste d'être serrurier volant. Donc il a dit à l'Élysée, est-ce que vous n'auriez pas un poste pour moi? Et il se trouvait que le responsable des cadeaux présidentiels était
presque à la retraite et allait partir. Et on lui a dit, bah, si on a ça, mais ça n'a rien à voir avec la serrurerie. Et puis il va falloir vous former. Et pourquoi pas? Il a dit, bah, je veux bien. Et puis il s'est formé à l'Élysée avec ce maître qui allait partir. Et il est devenu le responsable des cadeaux présidentiels. Alors là, c'est comme les lettres aussi, ça... Pas exactement. Le président de la République reçoit entre 1 et 2 cadeaux par jour. On entend par cadeau aussi bien le dessin d'un enfant que... Les cadeaux officiels. Que un aigle aux 1000 diamants, aux 1000 ors, aux 1000 rubis envoyé par un émir quelconque. L'écart, il est là. De pas grand-chose, mais très affectif, à quelque chose de beaucoup plus officiel. Et ça, 1 ou 2 par jour. Et la première dame reçoit entre 0 et 1 cadeau par jour. Donc tout ça fait beaucoup de cadeaux par an, qui appartiennent tous, non pas au président de la République et à sa première dame, quoi, à son épouse, mais à l'État. Tous ces cadeaux appartiennent à l'État. Et donc, en fonction des présidents, il y a des musées pour Chirac, il y a des débuts de musées pour Hollande, il y a un conservatoire pour Sarkozy, et pour Macron, pour l'instant, il y en a quelques-uns qui sont dans l'Est, pour la mémoire de la Première Guerre mondiale, et d'autres qui sont encore stockés. Mais ce Luigi, qui est un personnage... de roman, il n'y a pas d'autre terme. Lisez ce portrait, c'est un des portraits, une des rencontres qui m'a le plus touché. C'est un personnage de roman, parce qu'il fait ça, mais à côté, il joue de la clarinette dans des grands orchestres de musique classique. À côté de ça, il a une vie intellectuelle et enrichie par la peinture. Enfin, un personnage très attachant. Alors, je recommande la lecture de votre livre, et... avant de finir, j'ai quand même encore une ou deux petites questions, parce que là, nous avons passé en revue 6 portraits, et il y en a beaucoup plus dans votre ouvrage. Il y en a combien en tout déjà? 30. Voilà, donc dans les 24 autres, quels sont ceux qui vous ont surpris, sans rentrer dans le détail? Alors, il y a un métier qui m'a surpris, c'est transmetteur. Oui, celui qui tient les téléphones. Tous les téléphones. Absolument tous les téléphones. Le président n'a pas de téléphone avec lui, jamais. Et c'est le transmetteur qui les a. Non, mais quand on appelle le président, c'est le transmetteur qui répond. Non, il sait que le téléphone a vibré, il laisse le message se faire, et après il est rappelé. Parce qu'il y a une obligation de sécurité. Il faut que quand le président appelle, il y ait un contexte de sécurité. Pour ne pas être infiltré, pour ne pas être ceci, pour ne pas être cela. Donc le transmetteur, c'est quelqu'un c'est un métier très particulier, très sécurisé. Ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui m'a touché? Le jardinier. Le jardinier qui m'a raconté un matin, le président de la République, c'était Mitterrand à l'époque, qui lui met la main sur l'épaule et qui lui dit « Je m'ennuie dans votre jardin ». Et donc le jardinier, il a fait quoi? Il a changé tout le jardin. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? La fleuriste qui a fait en sorte de faire évoluer... Elle est seule pour tous les bouquets de l'Élysée? Elle est seule avec 2 apprentis. Ouais. Pour tous les bouquets de réception de l'Élysée. Partout, vous voyez sur les images officielles des fleurs, c'est elle derrière. Et elle aussi, elle a une histoire très tendre avec l'Élysée. Mais c'est très compliqué votre question, parce qu'en fait, je suis attaché aux 30, parce qu'ils m'ont tous touché d'une façon ou d'une autre. Ce que je leur ai dit quand je faisais leur portrait, je leur dis, vous allez me raconter votre vie, et je vais y rajouter mon émotion dedans. Et vous le réussissez très bien. C'est à la fois factuel et avec une touche d'émotion importante. Et on apprend vraiment énormément de choses. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans cette émission pour parler de toutes ces personnes. Et finalement, même après avoir fréquenté l'Élysée en tant que journaliste, je n'avais pas soupçonné l'étendue de toutes ces fonctions et leur rôle, et de découvrir des réels, des personnalités sympathiques. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.